Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour ce webinaire Shure, webinaire qui s'appelle Quel micro? Microflex Advance pour votre salle. Ce webinaire est enregistré et sera disponible prochainement sur la chaîne YouTube de Shure France. Vous y retrouverez d'ailleurs tous les autres webinaires qui ont été réalisés par nos équipes. Nous serons deux présentateurs aujourd'hui. William, que je laisse se présenter. Salut tout le monde, William Zanik avec Shure, support technique avant et après-vente, bien sûr. Et donc moi-même, Enrique Borges, je suis senior market développeur au sein de Shure France dans la division système. Donc j'ai pour habitude de dire que je prône la bonne parole pour pousser de la technologie chez les clients. Notre associé Shure a participé activement à la présentation. Il est avec nous dans les coulisses, comme je dis souvent. Il s'agit de Christophe Bouillot, qui fait partie du service marketing Europe. Vous le découvrirez plus en détail dans les vidéos démonstrations qui seront diffusées dans le webinaire. Alors, au sommaire aujourd'hui, l'objectif, vous aider à sélectionner le ou les micros les plus adaptés pour une salle. Ça, c'est très clair. Et on va le détailler en 6 chapitres. Alors, on va commencer par la présentation de la gamme des micros MXA, pour ceux qui ne les connaissent pas encore, avant de diffuser les vidéos tant attendues. C'est des vidéos qui sont vraiment créées dans un esprit de comparatif. Le but, c'est de vous permettre d'écouter le rendu des micros MXA 310, MXA 710 et MXA 910 dans différentes tailles de salles. Donc, il y aura une petite salle, une moyenne salle et une grande salle. C'est la boucle est bouclée. Je vous invite à, si vous avez la possibilité, raccorder un casque ou un autre moyen de diffusion audio de qualité pour pouvoir profiter pleinement de la démo. On sait tous que les HP qui sont intégrés dans les ordinateurs portables sont plus ou moins qualitatifs. Donc, si vous voulez vraiment avoir une expérience complète, si vous avez la possibilité, prenez un petit casque, ce sera bienvenu. Donc, la prise en compte de l'acoustique est primordiale lorsqu'on souhaite optimiser la captation audio dans une salle. Donc, on va aborder le sujet de façon très simple. On va vraiment se focuser sur un aspect qui est la réverbération. La réverb de la salle étant l'élément capital, pour ne pas dire l'élément clé, dans le choix du bon micro. Donc, sujet du jour, comme vous l'avez bien compris, j'ai une salle équipée. Quel micro dois-je utiliser? J'ai mes collègues du pro qui travaillent sur tout ce qui est concert, tournée des grands groupes, qui sont les premiers à insister sur l'importance de choisir un bon micro. Ils me disent toujours que c'est la base, en fait. C'est la base technique pour obtenir un bon résultat. Le micro, c'est le premier élément qui rencontre la voix ou l'instrument pour leur métier. S'il n'est pas bien choisi, il sera impossible de rattraper le coup. On peut rajouter tous les traitements audio extrêmes qu'on souhaite, tous les artifices possibles et imaginables. Si la source à l'origine n'est pas bonne, le rendu final ne sera pas correct. C'est pas possible. Pour une salle de visioconférence, pour une salle connectée, pour une salle hybride, plein de termes en ce moment qui regroupent le même nom de salle en fait, peu importe comment on la nomme, c'est exactement la même chose. La première étape de l'élément de la chaîne audio est toujours essentielle. C'est le premier élément qui va venir capter la voix de la personne, le micro. Il faut vraiment le considérer, j'allais dire, à son juste niveau. Donc, chez Shure, on s'est toujours efforcé de lancer sur le marché des nouveaux produits innovants. C'est dans l'ADN de la marque. Je vais me focuser vraiment sur la partie MXA qui a été lancée en 2016 par Ton. Je vais vous faire un petit historique rapide de ce qui s'est passé sur cette gamme de produits. Donc, Shure a innové en lançant une gamme de microphones de conférence matriciels qui s'appelle Microflex Advance, que tout le monde appelle communément MXA. Lorsqu'ils sont sortis en 2016, concrètement, il n'y avait pas d'égal au niveau du marché, aussi bien en termes de conception qu'en termes de performance. Les micros MXA ont dépassé les attentes de nombreux clients qui étaient habitués à avoir un micro omni-standard, pour ne pas dire autre chose, posé sur les tables dans toutes les salles. On avait vraiment la même source de captation, la même façon de capter dans la majorité des salles de visioconférence, la majorité des salles d'audioconférence. C'était un ou des micros omni posés sur table qui attrapaient ce qu'ils pouvaient attraper. On a la prétention de dire chez nous que les micros de conférence MXA ont un peu fait grandir le monde des micros de conférence, dans le sens où ils ont ouvert en fait le spectre des possibilités pour les clients. Hop. Je reviens en arrière, désolé.
Alors 2 ans après, l'arrivée du processeur audio P300 a offert beaucoup plus de facilité en fait au niveau de la gestion de ces microphones de nouvelle génération. C'est une solution compacte, économiquement intéressante, qui offre une facilité de déploiement bien plus importante que ce qui se faisait habituellement sur le marché et une connectivité qui est vraiment simple pour pouvoir équiper tous les espaces de conférence du monde entier. Avec l'arrivée du P300, c'est également l'arrivée du cryptage audio en réseau. Pour a fait ce choix-là, le choix de faire apparaître ça au niveau du marché pour répondre encore une fois aux besoins accrus en termes de sécurité qui étaient demandés par les clients, par les administrateurs des solutions de visioconférence. Et là encore, c'était une première dans l'industrie que d'apporter cette solution cryptée sur le lien micro DSP. Le MXA 910, le MXA 310 et donc le P300 ont vraiment révolutionné la façon dont on va traiter une salle de visioconférence. Ces technologies qui se limitaient à l'origine aux salles VIP, grâce à l'arrivée de ces 3 produits, grâce surtout à l'arrivée du P300, ont redescendu et aujourd'hui, elles ne se limitent plus à des salles, on va dire encore une fois, haut de gamme. L'année dernière, 2020, vous allez voir que 2020, ça a été une année très riche pour toute la gamme MXA. On a lancé une très belle innovation qui, encore une fois, est venue bouleverser l'industrie. Donc, c'est le lancement de notre software DSP, notre premier software DSP qui s'appelle IntelliMix Room. Donc, c'est une nouvelle proposition, on va dire ça comme ça, en adéquation avec le marché de la visioconférence. Le marché de la visioconférence a vu tout ce qui est soft codec, donc Teams, Zoom, Meet, etc., il y en a pléthore, qui a explosé. Notre réponse à ce marché qui était en forte croissance, c'était de créer une solution logicielle pour vraiment, je veux dire, suivre la route qu'ont tracé les différents éditeurs dans ce domaine-là. Donc désormais, on propose d'utiliser la puissance de calcul intégrée au niveau du PC qui est dans la salle, celui sur lequel tourne le logiciel de visioconférence. En fait, c'est lui qui va assurer le traitement audio optimal en garantissant du coup des réunions distancielles qui soient de haute qualité. Un point qui est important, c'est que les prérequis en matière de PC sont des prérequis qui sont simples et somme toute assez classiques pour les mini-PC, pour les NUC qu'on retrouve dans les salles de visioconférence. Donc on est sur une plateforme Windows 10, un processeur 4 corps en i5, 8 Go de RAM, un disque dur SSD. Encore une fois, on n'est pas sur des besoins exponentiels, j'ai envie de dire, au niveau des ressources pour l'ordinateur pour faire fonctionner IntelliMix dessus, IntelliMix Room. Hop, je continue toujours sur 2020. Encore une fois, belle année pour nous. Nous avons cherché à capitaliser sur le succès des micros 310 et 910 en introduisant 2 nouvelles références dans la gamme. C'est pas simplement des nouveaux form factors, c'est pas simplement des nouvelles, des nouvelles formes adossées au micro. C'est vraiment une technologie qui est distincte de celle qui est proposée dans les autres produits. Donc l'arrivée du MXA 710, 60 cm et 120 cm, concrètement, ils sont là pour répondre aux usages qui sont de plus en plus variés chez les clients. La solution de visioconférence mobile, typiquement, qui est arrivée et qui a vraiment percé en fait au niveau du marché. Et c'est aussi pour répondre aux nouveaux enjeux architecturaux, design, on va dire ça comme ça, qui sont de plus en plus associés à l'équipement des salles de visioconférence. Les clients étaient très nombreux à nous dire, bah voilà, moi je veux un micro qui soit plus discret, je veux rien sur la table, ça c'est un peu le classique aujourd'hui. Par contre, je peux rien installer au plafond parce que j'ai des contraintes. L'architecte a décidé de mettre un bandeau lumineux qui fait toute la longueur de la pièce. L'architecte qui conçoit des salles hyper design, on est obligé de rester cohérent dans l'équipement audiovisuel qu'on va intégrer dessus. Et le MXA 710 pour ça est très fortement apprécié de par son design et puis sa légèreté. Et on termine pour les nouveautés de l'année 2020 avec une nouveauté qui est loin d'être anodine pour nous, qui est l'apparition de notre haut-parleur de plafond en réseau DANT qui est PO ou PoE+, qui s'appelle le MXN5. Alors ce HP est important pour nous, pourquoi? Parce qu'il est totalement intégré avec le reste de la gamme. Comme tous les autres produits de chez Shure, il va s'intégrer, de chez Shure dans la gamme MXA, il va s'intégrer avec le logiciel de paramétrage et de conception Designer. Il va être supervisé par Systemon. Donc on reste dans le monde habituel. Ça nous permet de proposer une chaîne audio complète, optimisée pour l'utilisation en visioconférence et totalement sécurisée, du micro jusqu'à la partie diffusion. Pour pousser la réflexion à l'extrême, si on couple ces configurations-là avec de l'IntelliMix Room, on peut aujourd'hui concevoir des salles
en garantissant une qualité audio premium, en y installant en réalité, d'un point de vue matériel, que des micros et des enceintes. Plus forcément besoin de DSP hardware, plus besoin d'amplificateurs dans les salles. On simplifie la conception au maximum, on simplifie la mise en œuvre au maximum, ce qui logiquement améliore de façon assez symptomatique le ROI. ROI, c'est un mot très important pour nous, forcément. Donc le résultat de tous ces éléments qui sont venus se greffer depuis la création en 2016 de la gamme MXA, c'est qu'aujourd'hui, on a un écosystème complet qui s'appelle donc l'écosystème pour vidéoconférence chez nous. Microphone MXA, haut-parleur MXN, différentes solutions de traitement audio IntelliMix pour que vos équipements sonnent le mieux, pour qu'ils aillent, comment dire, qu'on exploite au maximum leur performance. J'en profite pour vous renvoyer, pour ceux qui ne l'ont pas vu, vers la vidéo de présentation des bundles. Donc, on a des bundles qui intègrent différents éléments de l'écosystème, bundles qu'on a montés en partenariat avec Udly, qui permettent de concevoir des salles de façon plus simple et d'avoir même, si les clients le désirent, des standards qu'on va pouvoir dupliquer au niveau des salles. En plus d'offrir cette notion de simplicité et de standardisation, on apporte en plus un avantage financier, ce qui est forcément toujours appréciable. Alors avec les informations qu'on va vous apporter aujourd'hui, le but pour nous, c'est de vous permettre de choisir les bonnes configurations pour vous adapter le mieux possible au final à l'environnement de la salle. Comme je dis depuis le début, captation audio et acoustique sont intimement liés et notre rôle, c'est justement de vous donner les clés pour pouvoir sélectionner ça de façon correcte. Comment fonctionnent nos MXA? William, je te passe la parole pour que tu nous présentes brièvement les MXA et puis surtout que tu nous présentes les belles vidéos comparatives qu'on va diffuser aujourd'hui. Merci Enrique. Alors, vite fait, on ne va pas passer trop de temps sur les différents micros, mais juste à travers les trois micros que vous allez écouter. Premièrement, le MXA 310, typiquement micro de table. En termes de techno, on a à l'intérieur 4 capsules omnidirectionnelles classiques, des capsules comme ça, à peu près la taille de mon petit doigt, dispersées autour. Et avec le DSP interne, on arrive à soit avoir une couronne de captation omni ou toroïde, où on découpe en 4 et chaque lobe peut être changé en termes de largeur. On a omni, on a cardioïde, hyper, super. On a plusieurs différents types. Tout ça, bien sûr, sorti en PoE. Alors ça, c'est le classique, le 310. Ça fait un petit moment qu'il est dispo. Le prochain micro qui est sorti, c'était le MXA 710. Le MXA 710, c'est le nouveau bébé, on peut dire, chez Shure en termes de micro. Hop, je ne sais pas pourquoi la caméra s'est coupée. Alors, c'est le nouveau petit bébé de chez Shure. Dans les micros MXA 710 et le 910, on n'utilise pas des capsules traditionnelles. Sachant que sur le 910 qu'on va voir tout de suite, là, on a une centaine de capsules. Si on mettait des capsules traditionnelles sur un carré de 60 par 60, ça serait carrément impossible. Le MXA 710 et 910, ils utilisent tous les deux des capsules MEMS. En anglais, c'est Miniature Electromechanical Systems. C'est des tout petits micros en fait qu'on retrouve dans nos téléphones. C'est le même type de technologie. Je crois que dans un iPhone, il y en a 5 ou 6, un petit peu partout. Ils sont tout petits, ils doivent faire 1 mm par 3, ils sont tout petits, fixés sur... Alors, le MXA 710, deux tailles, 60 et 120, 2 pieds et 4 pieds. Le 4 pieds, le 120 cm, a à peu près la même quantité d'éléments que le MXA 910, ça a à peu près une centaine, et le petit, le 60, a à peu près la moitié, on va dire à peu près une soixantaine. Forme de captation, comme vous voyez sur l'image, ce sont des toroïdes, des demi-toroïdes. Un toroïde, on pourrait le représenter par un demi-donut, un demi-bagel. Alors, si je prends mes petites astuces que j'ai ici, voilà un demi-toroïde. Alors, le micro, le voilà. Et en termes de captation, le lobe, il va être perpendiculaire au micro.
Alors, si on met le micro vertical, le lobe, il est arrondi horizontal et vice-versa. Et quand on commence à rajouter des lobes, c'est comme si on rajoutait des petites tranches d'orange. Voilà. Et en fait, on a une captation où qu'on finit par découper la salle en tranches si on le met au plafond. Voilà ce que vous voyez ou s'il est au mur. Le 910, c'est le micro assez classique. Ça fait déjà plusieurs années qu'on l'a. Comme j'ai dit, une centaine d'éléments de capsules, les petites MEMS. Et avec le 910, c'est plutôt des lobes, on les a appelés des lobes depuis longtemps, et on capte, c'est comme si c'était une lampe torche. Ça fait des faisceaux comme des douches ou comme une lampe du plafond, parce que le micro typiquement il est mis au plafond, et qu'on arrive à capter sur des cercles, des ovales, avec, on va dire, jusqu'à 8 endroits de captation. Ces endroits de captation, parce qu'on peut changer la largeur, comme on peut avec le 710, on peut aussi changer la largeur des lobes sur le 710. Sur le 910, on peut changer la largeur des captations. On capte avec le 910 des endroits qui vont à peu près 1,50 m en diamètre jusqu'à dire 4-5 mètres de diamètre. Tout dépend de la façon et de la distance que le micro il est en fait paramétré. Ok. Alors, vite fait la façon que les différents micros captent. Maintenant, pour les enregistrements que vous allez écouter, qu'est-ce qu'on a fait et comment qu'on les a enregistrés? Parce que je veux être aussi clair et transparent avec vous pour que vous sachiez exactement ce qu'on a fait. Alors, je prends l'exemple parce qu'on a pris 3 salles, une grande, une moyenne, une petite. D'accord? Et en termes de connexion, ben, je vous voyais le schéma du système dans la grande salle. Aujourd'hui, c'est pas très parlant parce qu'en fait, tout était connecté à un grand switch réseau PoE. Alors, en termes de câblage, c'est pas très parlant. Mais dans la grande salle, on avait 2 micros 710 au plafond, un 910 au milieu, 3 MXA 310 sur la table. On avait aussi le micro USB qui était dans un webcam qu'on avait utilisé comme référence. Pour vous donner une idée de vraiment comment que ça a été paramétré à l'intérieur pour chaque système, voilà pour le premier slide avec le 910. Alors, ce qu'on a fait, on a pris les 8 lobes du 910, comme vous voyez à gauche, connectés à travers le réseau Dante dans un P300, direct en entrée Dante. On a utilisé Designer pour faire le paramétrage. On a la partie Optimize sur Designer, l'optimisation qui fait tout, le routage, tout. Et après, je suis rentré dedans, on a enlevé l'AEC, on a enlevé l'AGC, vérifié qu'il n'y avait pas d'EQ quelque part qui c'est, et hop, on a pris l'automix des 8 lobes, on a fait un mélange, sorti en sortie numéro Dante comme vous voyez là, et hop, vers le PC pour l'enregistrement. Donc on a gardé que le noise reduction, c'est ça? Ouais, le réducteur de bruit, on l'a laissé parce qu'il y avait du bruit de clim dans la salle. C'est la seule chose vraiment qu'on a laissé en termes de DSP de ce côté-là. Ok. Pour le 710, pareil, sauf qu'on avait 2 710 dans la grande salle paramètre avec 3 lobes chaque. Vous allez écouter ça. Les 6 canaux des micros, pareil, à travers le P300, tout éteint sauf le réducteur de bruit. Un mélange automatique par le P300 et pareil aussi sortie Dante vers le PC pour l'enregistrement. Pour les 310, on a fait la même chose, sauf que si on aurait pris 4 lobes pour chaque 310, on en aurait 12, on n'aurait pas pu faire un mélange automatique avec le P300 parce qu'on est quand même limité à 8 canaux dans le mélangeur automatique. Alors, on a pris la sortie Automix de chaque MXA 310. Alors, 3 flux seulement qui rendent pareil, comme dans les deux autres exemples, tout éteint sauf le réducteur de bruit, un mélange automatique des 3 canaux, et hop, on ressort et on a enregistré ça à travers le PC. Alors, le PC a enregistré en simultané, d'accord? Le micro de la caméra USB, la sortie du P300 pour le MXA 910,
la sortie d'un deuxième P300 pour l'enregistrement des 710 et en quatrième la sortie du P300 pour l'enregistrement des 300. Et tout ça a été enregistré en simultané. Comme ça, on n'avait pas besoin on n'a pas de magouille, voilà, pour être aussi Une transparent seule que prise, possible. toujours avec les mêmes niveaux, toujours le même orateur, il n'y a pas de surprise associée à ça, comme tu dirais. Exactement, on coupe pas, on coupe dans la vidéo, vous allez voir, mais comme on a tout enregistré en simultané, la coupe, elle se fait bien et vous allez pouvoir entendre. Alors, qu'est-ce que vous voulez entendre? Ben, on va aller voir déjà un petit schéma de ce qu'on a fait dans la salle. Alors, la grande salle elle va être en premier. Voici une image de la salle, une salle classique chez Regus, où c'est qu'on a nos locaux. On a juste loué des salles à côté qui étaient plus grandes que ce qu'on avait pour la salle grande et la salle moyenne. Alors, vous voyez 8,60 m par 4,60 m à peu près la salle, 2,70 m ou 2,80 m hauteur sous plafond, le plafond métal, les parois métalliques, une table, des chaises, trois grandes vitres, vraiment du très 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 classique. Okay. Ce que vous allez écouter, ce que je veux que vous vraiment vous écoutez, vous allez écouter bien sûr le micro USB de la caméra. On est très loin, on est à 2-3 mètres du micro. Alors bien sûr pas du tout adapté pour une salle de cette taille, mais ça vous donne une audio de base qu'on vous allez écouter dans les trois salles. Et c'est malheureusement souvent ce que les clients vont des fois essayer de faire une visioconf avec le micro du PC, Ouais. donc on a utilisé ça. Après, écoutez bien la différence ou le manque de différence entre les trois solutions. Vous allez quand même entendre que la salle est un petit peu plus présente avec le micro 710 parce que les lobes sont beaucoup plus larges. Le 910, les lobes sont plus focalisés sur l'orateur, Christophe, dans ce cas-là que vous allez écouter. Alors, on entend un petit peu moins la salle et le 310, on n'entend quasi pas du tout la salle parce qu'on est assez en proximité du micro, à seulement 1 mètre du micro. Alors, vraiment, écoutez un petit peu les différences, mais aussi écoutez que le fait, l'intelligibilité reste. Qu'on passe du 310 vers le 710 ou le 910, l'intelligibilité est là. Et regardez aussi les vidéos parce que vous allez voir sur les murs, il n'y a absolument rien sur les murs. C'est vraiment une salle moyenne. La D'accord? vraie vie. On passe à la vidéo. On se revoit tout de suite. Bonjour et bienvenue dans cette démonstration des microphones Microflex Advance de Shure. Pour l'occasion, nous avons équipé 3 salles de tailles différentes, une petite, une moyenne et une grande. Dans chacune, vous pourrez entendre différents micros Microflex Advance de notre écosystème audio, ainsi qu'un micro situé sur la webcam sur l'écran en guise de référence. Les salles que nous avons louées se trouvent dans un espace de coworking et je suis actuellement dans ce qui va représenter la grande salle de réunion. C'est une salle, tout ce qu'il y a de plus classique, avec des fenêtres, un plafond suspendu en métal, des murs en métal, une grande table en bois, de la moquette au sol. Loin d'être un idéal en termes d'acoustique, mais nous pensons que ces salles sont représentatives de ce que les intégrateurs rencontrent au quotidien et des salles utilisées par les clients finaux, par les utilisateurs finaux, dans leurs visioconférences quotidiennes. Pour ces démonstrations, nous avons volontairement choisi de ne pas pousser la configuration de nos micros. Nous avons voulu que vous puissiez vous rendre compte de la qualité et du rendu sonore des microphones dès la sortie du carton. Nous avons donc déballé les microphones, nous les avons reliés à un switch pour l'alimentation, puisqu'ils sont tous alimentés en réseau, et nous les avons reliés à notre processeur P300 IntelliMix. C'est ce que vous entendez actuellement. Compte tenu des dimensions de la salle et de la table, nous avons choisi d'utiliser une configuration avec 3 microphones MXA 310. Les 2 microphones aux extrémités utilisent 3 lobes de captation pour couvrir les extrémités et le microphone au centre de la table utilise 4 lobes de captation pour les personnes au centre. Le micro est relié, comme je vous l'ai dit, à un processeur P300 IntelliMix qui va s'occuper du traitement audio et du mix des différents micros qui est ensuite enregistré. Et c'est ce que vous pouvez entendre actuellement. Alternative à l'utilisation des MXA 310, nous pouvons proposer les MXA 710. Les MXA 710 sont des microphones linéaires, multicapsules, en réseau. Vous les voyez ici en configuration 60 cm. Chacun a une extrémité de la table, mais il existe également une version 120 cm que nous aurions tout aussi bien pu installer pour couvrir l'intégralité de cette salle.
Là encore, les MXA 710 sont configurés chacun avec 3 lobes de directivité pour assurer une couverture intégrale de la salle et de tous les participants de la réunion. Les différents lobes sont ensuite envoyés vers le processeur P300 qui va traiter le signal et l'envoyer vers l'ordinateur qui enregistre cette démonstration. Dernière proposition de système microphonique pour cette salle, notre microphone MXA 910 au format DAL 60/60. Le MXA 910 propose 8 lobes de directivité qui ont été configurés avec 3 lobes par côté de la salle et un lobe pour chaque extrémité. Les lobes sont également envoyés vers un processeur P300 qui va traiter le signal et l'envoyer vers l'ordinateur en charge de l'enregistrement de cette démonstration. Les comportements évoluent au cours d'une réunion. Si au début tout le monde est très attentif et très droit dans sa chaise, on sait très bien qu'avec le temps, on peut avoir tendance à se reculer, à se pencher un petit peu en arrière dans sa chaise, voire même si la réunion l'exige, certains participants peuvent être amenés à se lever pour écrire sur un tableau blanc, peuvent être amenés à tourner le dos au micro et à leurs camarades. On peut également être amené à se diriger vers un écran pour pointer un élément particulier d'une présentation. La fonction autofocus de nos microphones MXA 710 et 910 permet d'ajuster en temps réel le positionnement des lobes afin d'assurer une captation parfaite de tous les participants, qu'ils soient autour de la table ou qu'ils soient amenés à se lever ou à se reculer dans leur chaise. Nous espérons que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement supplémentaire. Nous vous invitons également à regarder les 2 autres vidéos de cette série, celle dans la petite salle et dans la salle de taille moyenne. N'hésitez pas à nous suivre et à nous rejoindre sur LinkedIn ou sur notre canal YouTube. À bientôt. Merci Christophe, c'était super. Alors, je crois que vous avez bien compris que ces vidéos vont être dispo sur YouTube prochainement, on peut dire. Alors, j'espère que vous avez bien entendu les différences, les similitudes, le fait que l'intelligibilité reste là, même qu'il y a des petites différences. Quand Christophe s'est reculé avec le 310, on a tout de suite entendu le fait qu'il s'est bien reculé. Mais avec le 710 et le 910, les micro au plafond, on n'a pas ça parce que la différence de distance est juste, elle n'est pas importante d'une façon ou de l'autre. Alors, la prochaine salle, c'était une salle moyenne. La salle moyenne, petite, un petit peu plus petite, 6 mètres par 3 mètres 40. Même type de table, plus ou moins les mêmes fauteuils, moquette au sol, le même type de parois métalliques, les mêmes dalles au plafond métalliques, mais ce côté-là, au lieu d'avoir 3 fenêtres, le côté gauche, comme vous voyez, c'est tout le mur gauche qui était vitré. Dans cette salle, alors, absolument idéal, et rien au mur, hein, pas d'art, il n'y a rien, c'est juste rien du tout. Dans cette salle, un petit peu plus petite, on a gardé la même chose, le MXA 910 au milieu. On a aussi mis un MXA 710 parallèle à la table, le long de la table, à côté du 910 au plafond, à 120 cm. Et au lieu de 3 MXA 310, on n'en a mis que 2. Sur les trappes, les accès pour les câbles, plus ou moins, on les a mis là. Et en termes d'enregistrement, c'était pareil, le même schéma s'applique, juste moins de lobes, moins de canaux à travers le P300. Mais ce qu'on a rajouté cette fois-ci dans cette salle, c'est un 4e micro. En fait, on a mis un MXA 710 horizontal en dessous de l'écran que vous voyez là. Alors, en fait, ce que vous allez entendre, c'est l'USB de la caméra comme base, 2 310 sur la table, un MXA 710 au plafond, un MXA 710 horizontal en dessous de l'écran et bien sûr le star, le MXA 910 au milieu dans le plafond. OK? Alors, on passe sur la prochaine vidéo et on se revoit dans quelques minutes. Bonjour et bienvenue à notre série de vidéos de démonstration de notre système de microphone MXA, Microflex Advance de Shure. Dans cette salle de taille moyenne, composée de murs en métal, d'un faux plafond suspendu métallique, de moquettes au sol, d'une grande table en bois ainsi que de baies vitrées
nous avons décidé d'installer 3 systèmes microphoniques différents. Le MXA 310, qui est un microphone de table, le MXA 710, qui est un microphone multicapsule linéaire que nous avons disposé en 2 configurations distinctes dans cette salle. Tout d'abord en configuration plafonnier, que vous voyez là-haut, et également en configuration sur un montage au mur, sous l'écran, pour plus de discrétion. Également dans cette salle, notre célèbre DAL MXA 910, qui est lui un microphone de plafond bien connu. Pour cette démonstration, nous avons volontairement choisi de limiter la configuration apportée à nos différents microphones. Nous les avons donc déballés, installés, et nous avons effectué un réglage très simple qui consiste à optimiser le fonctionnement des microphones de manière automatique dans le logiciel gratuit Designer de Shure. Afin d'avoir une référence connue de tous, nous avons également placé une webcam équipée de micro sous l'écran que vous pourrez entendre en qualité de référence. Premier choix microphonique possible pour une salle de taille moyenne comme celle-ci, le microphone de table MXA 310. Nous avons ici choisi d'utiliser une configuration à 3 lobes par microphone qui permet d'assurer une couverture totale de tous les participants et de toutes les personnes assises autour de la table. Les microphones sont ensuite envoyés vers le processeur P300 IntelliMix qui va faire le traitement audio et envoyer un signal d'onde vers l'ordinateur pour l'enregistrement de l'audio. C'est ce que vous entendez actuellement. Deuxième option possible pour une salle de cette dimension, le tout nouveau venu dans la gamme Microflex Advance, le MXA 710. Disponible en version 60 cm ou 120 cm, nous avons ici installé au plafond une version 120 cm. Les lobes ont été configurés de manière à optimiser la prise de son sur toute la superficie de la salle pour assurer une captation parfaite de tous les participants à la réunion. Nous avons également installé un MXA 710 en configuration murale sous l'écran pour plus de discrétion, chose qui peut être recommandée sur les conseils de l'architecte de vos salles. Le MXA 710 en configuration murale assure lui aussi une couverture totale de la superficie de la salle et assure à tous les participants de la salle de réunion qu'ils seront bien entendus lors de leur prise de parole. Troisième et dernière recommandation, le MXA 910 qui est un micro de plafond au format 60 sur 60 que vous pouvez intégrer dans tous les types de faux plafonds standards. Le MXA 910 permet d'avoir jusqu'à 8 lobes de captation qui assurent là encore une couverture complète de toute la superficie de la salle et de tous les participants à vos réunions. Le MXA 910 est envoyé vers un processeur P300 IntelliMix qui va traiter le signal et l'envoyer via le réseau Dante vers l'ordinateur pour l'enregistrement. L'un des intérêts de la gamme Microflex Advance de Shure est qu'elle s'adapte automatiquement au comportement de tous les participants à une réunion. On sait bien qu'avec le temps, quand une réunion dure, on peut avoir tendance à se reculer un peu dans sa chaise, voire même être amené à se déplacer pour aller écrire sur un tableau blanc ou pour pointer des éléments sur un écran. On peut même être amené ponctuellement à tourner le dos à ses collègues et donc également probablement au microphone. Dans tous les cas, la fonction autofocus des MXA 910 et 710 permet d'ajuster en temps réel la position des lobes et donc d'assurer une captation parfaite de l'audio en tout point de la salle. Merci d'avoir regardé cette vidéo, nous espérons qu'elle vous aura été utile. N'oubliez pas de regarder les 2 autres vidéos de conseils pour des utilisations de nos microphones dans des salles de petites et de grandes dimensions. Vous pouvez nous contacter à tout moment pour tout renseignement complémentaire et vous pouvez également nous suivre sur LinkedIn ou sur notre chaîne YouTube. À bientôt. Génial, merci Christophe. Alors, maintenant, la prochaine, la dernière, vous allez probablement la reconnaître. C'est la petite salle. Et pour ceux qui sont déjà venus à la Défense nous voir dans les locaux ou autres, ou qui ont participé à des réunions avec Enrique ou nous, c'est notre salle de réunion à la Défense. Alors, elle est petite, elle n'est pas si petite que ça, mais bon, dans ce cas-là, elle est petite. 5,8 m par 4,60 m, à peu près 6-7 personnes autour de la table. Et là, ce qu'on a fait, on a un seul MXA 310 encastré fixé sur la table. On a un MXA 710 120 cm au-dessus des 2 écrans que vous voyez dans l'image. Et on a aussi un MXA 910 au plafond. Alors, pareil que dans les autres salles, sauf que cette fois-ci, au lieu de passer par multiples P300 qui représentent le cas classique
de l'installation qu'on ferait dans une salle. C'est pour ça qu'on avait utilisé plusieurs P300. Dans cette salle-là, on a choisi de faire un petit peu différent. Et en fait, on a pris la sortie automix du 910 qu'on a enregistré en direct. On a pris la sortie automix du MXA 710, on l'a enregistré en direct aussi. Et c'est seulement le P300 qui va passer, pardon, c'est seulement le MXA 310 qui va passer par un P300 et être enregistré. Pourquoi? Le 310, le MXA 310 n'a pas de DSP et n'a pas de réducteur de bruit. Donc, on l'a passé par le P300. La seule chose qu'on avait activée, en fait, c'est le réducteur de bruit, le noise reductor. C'est tout. Comme ça, on est pareil. Dans le 910, dans le 710, tout était inactivé, pas d'AEC, pas de AGC, pas de EQ. La seule chose qui était active, c'était le réducteur de bruit. OK? Puis voilà, vous allez écouter les différences et similitudes très semblables aux autres. On voit ça tout de suite. C'est reparti. Diffuser le son des 3 microphones pendant que je vous parle dans cette vidéo. Et en guise de son témoin, nous avons utilisé le son du petit webcam qui est placé sous les écrans. Le MXA 310 est placé à peu près au milieu de la table et configuré avec 3 lobes, un lobe visant l'extrémité de la table où je suis placé et un lobe sur chaque côté de la table, ce qui permet d'accommoder jusqu'à 8 personnes autour d'une table de cette dimension. Le MXA 310 est ensuite routé via une connexion réseau vers notre processeur audio P300 qui s'occupe de la réduction de bruit, et ensuite la sortie du P300 est reliée à l'ordinateur pour enregistrement. Le MXA 710, quant à lui, est placé au-dessus des 2 écrans 65 pouces dont est équipée cette salle, et il est relié directement à l'ordinateur via une connexion DANT pour l'enregistrement. En effet, le MXA 710, comme le 910 que nous allons voir après, dispose du processeur audio IntelliMix qui lui permet notamment d'effectuer des traitements de type égalisation, compression ou réduction de bruit. La configuration des lobes du 710 permet de couvrir toute la largeur de la salle ainsi que toute la profondeur, ce qui fait que les gens, même assis au plus proche des écrans et donc du micro, seront parfaitement entendus. Le MXA 910 est un microphone de plafond dont les lobes ont été configurés pour assurer une couverture de tous les participants situés autour de la table. En plus de l'IntelliMix, le MXA 910 dispose de la fonction autofocus, brevetée, qui permet à chaque lobe d'être ajusté en temps réel pour suivre les participants dans la salle, que ce soit des gens qui se reculent dans leur chaise, voire même qui doivent se lever pour aller pointer un élément sur un tableau blanc ou effectuer une présentation. L'ensemble de nos micros, que ce soit le MXA 310, 710 ou 910, avec une simple configuration, permettent de couvrir l'ensemble des participants situés dans la salle. Voilà qui conclut notre présentation pour les solutions MXA dans une salle de petite taille. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver sur YouTube les vidéos présentant les solutions dans des salles de taille moyenne et de grande taille. Vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux sociaux, LinkedIn, le compte Shure France. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de tout renseignement. À bientôt. Merci Christophe. On sent que le marketing est dans tes veines. Hein. Tout va bien, c'est normal. Parfait. Maintenant que vous avez vu les 3 vidéos, déjà j'espère que ça a été utile et enrichissant pour vous. Comme on vous l'a dit depuis le début, elles seront disponibles de toute façon en replay de façon autonome. Donc vous aurez une vidéo petite salle, une vidéo moyenne salle, une vidéo grande salle. Ça vous permettra de les regarder autant de fois que vous le souhaitez et de confirmer ou pas les impressions que vous avez eues aujourd'hui pour pouvoir vraiment vous faire votre propre opinion des écoutes qu'on a eu l'occasion de faire. Alors, on va vous aider un petit peu sur le choix des micros. Alors, le but, c'est pas de faire quelque chose de très compliqué. Au contraire, on a simplifié au maximum les critères pour que vous puissiez les appliquer facilement lors des études ou lors des visites de sites. Donc, on a retenu simplement 3 critères: esthétique, placement ou positionnement et quantité. Ces 3 critères sont forcément reliés les uns avec les autres, mais j'ai volontairement positionné l'esthétique en premier lieu. Il est au-dessus des 2 autres. Parce que quand ce critère rentre en jeu dans une salle, en fait, il prend le pas sur les 2 autres. L'esthétique passe toujours en priorité si le client y est vraiment sensible. Le client ou l'architecte des espaces. Malheureusement, oui, mais ça, c'est la technique qui parle. C'est pour ça. C'est la technique qui parle, je suis d'accord. Carrément. Donc, esthétique, c'est quelle apparence doit avoir la salle. Hein.
Il y a des notions de préférence sur l'esthétique de tel ou tel micro. Bon, les goûts et les couleurs, on n'est pas là pour en débattre, c'est pas notre job. Il y a le client qui souhaite avoir un plafond net ou un mur intact ou une table vide, etc. etc. Et il y a la contrepartie de ça, en fait, l'opposé, j'ai envie de dire, le client qui souhaite mettre en avant les équipements technologiques au niveau des salles. Ça arrive de plus en plus fréquemment, où en fait le micro, comme l'écran, comme le vidéoprojecteur, etc., peuvent faire, comment dire, font vraiment partie entière du design et de l'esthétique de la salle. Pourquoi pas? Nous, ça nous va très bien. Donc le placement, le positionnement, alors j'ai une phrase assez parlante par rapport à ça, c'est que les clients savent toujours nous dire où ils veulent pas que les micros soient installés. Les clients sont toujours capables de nous dire où on ne peut pas les installer pour des questions techniques. Et l'optique pour nous, c'est toujours pareil, c'est vous nous apportez une contrainte, on va essayer de trouver une solution qui permet de la contourner. Donc, je ne peux pas faire de trou dans ma table. C'est une table super noble, super belle qu'on a récupérée de X site ou qui est historiquement présente dans l'entreprise. On ne va pas prendre de risque, on va se mettre au mur ou au plafond, etc., etc. Et la logique de ça, une fois qu'on a validé l'esthétique, on peut valider un placement. Une fois qu'on a validé le placement, en fonction de la position possible pour les micros, on va préconiser un nombre de micros utiles. Alors, pour définir le nombre de micros utiles, forcément, il faut qu'on sache précisément, je mets des gros guillemets autour de précisément, que comme on disait tout à l'heure, les micros ont de l'intelligence, ils sont capables de suivre l'orateur dans une certaine mesure. On a juste besoin de savoir si vous souhaitez capter uniquement les personnes qui sont autour de la table, donc faire vraiment abstraction de tous les bruits de la salle. Ça peut être très intéressant dans une grande partie des cas, où on peut ajouter une zone présentateur qui sera à côté de l'écran avec une zone speaker qui sera activée uniquement de façon ponctuelle, par exemple, où il y a des clients qui, au contraire, sur les salles de brainstorm, typiquement, nous disent bah, moi, je ne sais pas comment la salle va être utilisée, je veux qu'on puisse utiliser l'ensemble des espaces de façon complètement libre et que la captation audio récupère donc la globalité de la salle. Petit warning par rapport à ça, on donne toujours des préconisations, plutôt des limites au niveau des distances pour la captation des micros. Je vais citer l'exemple avec le MXA 710 qui, en 4 pieds, est conçu pour capter jusqu'à 6 mètres au maximum, 5 mètres 9, pardon, pour être précis. Forcément, on vous recommande largement de ne pas dépasser ces limites-là. Si on les donne, c'est qu'elles ont une légitimité, j'ai envie de dire, et que le produit a vraiment été conçu pour fonctionner dans cette plage de fréquence. Il faut éviter autant que possible de le dépasser, parce que vous allez vraiment avoir une perte en fait au niveau de la qualité qui peut être plus ou moins sensible en fonction de l'acoustique de la salle. Mais dans la mesure du possible, vraiment faites en sorte de respecter, j'ai envie de dire, les précaux qui sont donnés par les fabricants de façon générale d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qui rend la captation d'une salle difficile? La réverbération, vaste sujet. C'est le facteur majeur. Au-delà de la quantité, au-delà du placement, au-delà de l'esthétique des microphones, c'est vraiment l'acoustique de la pièce, principalement la réverbération, qui vont faire qu'on va s'orienter vers tel ou tel micro au sein de la gamme MXA. Alors pour info, il y a différentes manières de mesurer la réverb d'une salle, des façons plus ou moins précises. Le but d'aujourd'hui, c'est pas de vous expliquer des calculs complexes, c'est pas de vous mettre des process à réaliser sur site avec du matériel spécifique que la majorité des clients ou des intégrateurs n'ont pas. On sait pertinemment que les clients n'ont pas le besoin ou la volonté de faire des études complexes acoustiques au niveau des salles. Donc, on va se le présenter de façon très simple, très efficace, j'ai envie de dire, pour qu'encore une fois, ce soit utilisable au quotidien. Donc, ouais, exact. Le facteur majeur. Slide suivant. Donc, hop, on passe à une salle typique. J'ai dit qu'on était simple, hein, on venait vraiment sur du très basique. Une salle, c'est quoi? 4 murs, un sol, un plafond. Bon, là, on est tous d'accord par rapport à ça, pas de souci. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que le plafond est en réalité la surface qui va avoir le moins d'impact au niveau de la captation. Bon, on va carrément la mettre de côté pour le moment. Concernant le sol, comme vous l'imaginez, on va largement préférer un sol en moquette qui sera acoustiquement beaucoup plus intéressant qu'un sol en béton ciré ou autre, hein, typiquement. Et à ne pas négliger au niveau des très grandes salles, c'est la présence d'une grande table pleine qui peut avoir un rôle impactant au niveau de la réverbération qu'on est sur de la captation autre que de la captation sur table. Donc ça, c'est vraiment des éléments qui sont les clés, j'ai envie de dire, et qui permettent déjà d'estimer un petit peu le reverb qu'on va avoir au niveau de la salle. Donc,
réflexion, on va parler de la réflexion du son. Toute surface est réfléchissante, dans une certaine mesure. Voilà, je pourrais illustrer ça en vous tapant avec un stylo sur la table. Vous verrez que si je tape avec un stylo sur une table pleine en bois, ou si je tape avec un stylo sur de la mousse, forcément, je ne vais pas avoir le même réverb. C'est-à-dire que le son qui va rebondir au niveau de la surface sur laquelle je vais taper va rebondir de façon plus ou moins importante. Il y a des cas où il rebondit presque de façon aussi puissante que l'arrivée du son dessus. Donc, il arrive avec une force de 1, il repart avec une force de 1. Ça, c'est des matériaux qui sont très réfléchissants. Et on a des cas où on a des matériaux qui sont pour le coup beaucoup moins réfléchissants, qui eux vont limiter, vont amoindrir, vont presque, j'ai envie de dire, mater, c'est un terme qu'on utilise souvent sur la partie acoustique, vont rendre la salle un peu plus mate avec beaucoup moins de réverbération. Ouais. On n'essaye pas de vous donner un cours d'acoustique. C'est pas le but. C'est pas le but ou de psychoacoustique, parce que c'est quand même un sujet assez vaste et assez important, mais vaste. Mais juste vite fait, pour vous, des astuces quand vous visitez une salle qui vous donnera une idée à quoi regarder, quoi tenir en compte, et les petits trucs, il faut juste faire attention. Qu'est-ce qui me met la puce à l'oreille? En termes de surface réfléchissante, qu'est-ce qu'une mauvaise surface réfléchissante? C'est des surfaces très dures. Du verre, du béton, de la pierre, de la brique. Brique peut-être un petit peu moins parce que brique et pierre, en fait, on rentre, parce qu'en fait, en acoustique, on a des surfaces réfléchissantes, on a des surfaces absorbantes, comme de la mousse, et on a des surfaces qui diffusent. Et la brique et la pierre, ça peut rentrer dans cette partie-là. Mais bon, on va rester plus simple, on va garder réfléchissante mauvaise, ce qu'on vous voyez là, et après, ce qui est acceptable, parce que j'aime pas trop dire des bonnes surfaces réfléchissantes, mais des surfaces qui sont acceptables, ou on peut dire quasi bonnes, le placo-plaque, le BA13, parce que ça bouge, c'est pas solide, ça peut absorber un petit peu de son. En fait. Le bois, parce que étant un produit un petit peu plus naturel, il n'est pas homogène, il y a des différentes formes, il y a des petits trous sur l'image, et bien sûr, ce qui est un des meilleurs, c'est bien sûr tout ce qui est surface tendue en termes de tissu, et souvent là, derrière, on a des matériaux absorbants qui donnent bien sûr un super rendu vis-à-vis la salle. Après, comment la réverbération affecte-t-elle les microphones de l'écosystème Shure? Ouais, comment. Je te prends la main une demi-seconde, William, je te la rends tout de suite. Vas-y, prends la main. Non, vas-y, je te la rends. C'est pour le 710, c'est pour toi. Alors, comment l'aspect de la salle et de ses surfaces réfléchissantes vont affecter la captation des différents micros? Alors, on a essayé de simplifier, et là, on simplifie vraiment au niveau d'une BD, comment les différents micros réagissent. En termes des 3 technos que vous avez écoutés, le 310, 710 et le micro plafond 710, le MXA 710 est probablement le micro des 3 qui est le plus sensible à la réflexion. Pourquoi? À cause de ces demi-donates, demi-toroïdes d'images que vous voyez. En fait, si on prend par exemple le micro au plafond, il va capter une large tranche dans la salle. Donc, il va être affecté par, dans le cas de la photo que vous voyez là, 2 murs et le sol. Donc, 3 surfaces réfléchissantes. Et vraiment, ce qu'on a déterminé avec un retour d'expérience, avec un REX sur ces différents micros, tous les installs qu'on a fait, parce qu'on est présent sur beaucoup d'installs dans les derniers 6 mois avec le 710, c'est que si sur les 3, on a 2 surfaces dures et très réfléchissantes, la performance du micro va être affectée. On va entendre la salle.
parce que le micro va capter la réverbération de cette salle, de la salle. Après, le 910, je crois que c'est le prochain, parce qu'il est fixé au plafond et que les lobes se dirigent vers le bas, on arrive à placer les lobes où qu'on ne capte pas les murs. Donc, on n'a vraiment que un seul surface qui potentiellement pourrait être réfléchissant, le sol, voire la table. On n'a qu'une surface, pas vraiment de problème. Et c'est pour ça que le MXA 910 est très moins susceptible à des surfaces réfléchissantes sur les murs. Bien sûr, tout dépend. On ne va pas mettre un MXA 910 dans une grotte, même si on met de la moquette au sol, ça reste une grotte, mais quand même, le MXA se prend très bien, même dans des salles moyennes, on peut dire. Après, la dernière technologie que vous avez écoutée, le MXA 310, lui, il est placé sur la table. Donc, la seule surface réfléchissante va être le mur derrière l'orateur. Et force de distance entre le micro et la personne qui parle, le micro et le mur qui va être derrière, il va avoir une réduction de gain entre l'audio qui va être réfléchi du mur, plus temporisation. Donc, il devient très, très peu sensible à des salles avec beaucoup de réflexion. Vous avez sûrement entendu dans les 3 vidéos, vous avez entendu Christophe, on l'entend très bien et on n'entend pas du tout la réflexion, la réverbération dans la salle, comme on peut l'entendre avec le MXA 710 et qu'on n'entend quasi pas du tout avec le 910. On termine en faisant une petite infidélité à la gamme MXA, du coup, William. Ouais, petite infidélité, vraiment. Alors là, c'est... Mais elle est justifiée. Si on a vraiment la salle pestiférée, la salle absolument horrible, la grotte, c'est vraiment une salle où on rentre dedans et on dit oh là, je rentre dans quoi là? La cathédrale, quoi. Une cathédrale, là, ce qu'il faut faire absolument, c'est absolument réduire la distance entre l'orateur et le micro. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On met des cols de cygne. On a mis un MXW, mais ça pourrait être un micro câblé en colle de cygne, un micro main, un serre-tête. Vraiment, là, d'un seul coup, un micro à distance, plafond, mural ou même au milieu d'une table, on a potentiel de problématiques. Et là, vraiment, la solution, c'est de rapprocher le micro à l'orateur et on enlève la salle vraiment de l'équation. On capte beaucoup moins, en fait. La zone de captation est beaucoup plus restreinte. Du coup, on n'attrape pas l'ambiance, comme on dit souvent. Ouais, exactement. On n'entend pas la salle parce qu'on ne la capte pas. Yes, slide suivant. Alors, effet de la réverbération sur les micros. Le but de ce slide-là, c'est comment dire, d'imager un peu ce que William vient de vous dire en ayant une notion de simili comparatif entre les solutions. Donc, comme on le dit, MXW, ça passe partout. Que l'acoustique de la salle soit bon ou mauvais, comme on est sur une notion de capsule vraiment à proximité de la bouche, de type colle de cygne, là, dans l'exemple que vous avez, on sait qu'on n'est pas embêté au niveau de la captation. Le moins sensible à la réverbération sur la gamme MXA, donc c'est le MXA 310. J'ai certains clients qui l'appellent le 4x4 des MXA. Bon, c'est pas très vendeur, pas très valorisant, mais c'est vrai qu'il passe presque partout. Et pour le coup, il arrive à retirer de belles épines du pied, comme on dit souvent. Donc là, c'est le moins sensible à la réverb. Le mur est à plus de 2 mètres. Vous n'êtes pas embêté. Vous savez qu'entre le micro et le mur, pardon, vous avez plus de 2 mètres. Vous n'êtes pas embêté. Vous savez que le 310 va vous apporter un confort et une qualité audio qui va être au niveau. MXA 910, donc la directivité des lobes nous permet de nous affranchir d'une bonne partie des réflexions. Quand on va venir prendre le son au niveau de la salle, on va éviter que le lobe capte le mur, typiquement, pour ne pas attraper le reverb au niveau du mur. En fonction de l'agencement de la salle, en fonction de l'acoustique, c'est plus ou moins pertinent. C'est pour ça qu'il se positionne derrière le MXA 310. Et on termine avec le MXA 710, qui est très loin d'être un mauvais micro. Je tiens vraiment à le souligner. C'est un très bon micro. Par contre, il est conçu pour travailler dans des acoustiques qui sont un peu plus favorables, dans le sens où
Si vous voulez tirer le meilleur parti du MXA 710, il faut le mettre en bonne disposition, dans de bonnes configurations. Si vous espérez faire la même chose avec un 710 qu'un 310, juste pour une question d'esthétique, malheureusement, c'est pas possible, vous n'y arriverez jamais, parce que la techno même, comme l'expliquait tout à l'heure William, avec les fameux donuts, ne le permet pas, concrètement. Parfait. Quelques petits conseils à emporter. Takeaway, c'est la période en ce moment, on ne peut pas manger au resto, donc on fait pareil avec les conseils, comme avec les repas du midi. Le meilleur micro, c'est celui qui est adapté. Donc, il faut vraiment prendre en compte l'acoustique de la salle. Comme vous l'avez compris, on s'est focalisé sur le fait de faire des micros qui soient paramétrables pour que vous puissiez en tirer le meilleur bénéfice possible au niveau de la captation. Maintenant, je vais reprendre la phrase que je disais juste avant. Si je mets un 710 dans un bocal, ça ne marchera jamais correctement. Donc, c'est vraiment choisir le micro en fonction de la salle, en fonction de l'usage et en fonction de l'acoustique, hein, encore une fois. Esthétique, placement, quantité. 3 fameux critères que je donnais tout à l'heure, qui sont fonction de la lecture de chacun des utilisateurs, de chacun des clients pour la partie esthétique, principalement. Le reverb, donc c'est l'élément acoustique le plus important à prendre en compte. Il y a des façons assez rigolotes de savoir s'il y a du reverb dans la salle. Vous arrivez, vous claquez des mains, vous vous rendez tout de suite compte de la façon dont le micro va devoir travailler pour réussir à corriger ça. Donc là, c'est vraiment pour synthétiser le tout, hein, ces conseils à emporter. La notion d'acoustique. Alors, l'acoustique des pièces, nous, on dit souvent à nos clients quelque chose qui est un peu à contre-courant, c'est qu'on leur dit qu'il vaut mieux des fois investir sur un peu de traitement acoustique au niveau de la salle, plutôt que de mettre des dizaines de milliers d'euros dans du traitement audio numérique, qui va pour le coup jamais apporter le même niveau que ce que vous pouvez faire si vous traitez vraiment la partie acoustique de la salle. Donc, il faut le plus possible sensibiliser les clients, sensibiliser les aménageurs d'espace et les architectes au fait que le confort dans une salle de réunion, la partie esthétique est certes importante, mais la partie acoustique doit être mise au juste niveau. Aujourd'hui, on a vraiment l'impression qu'elle passe trop souvent au second plan, et on rêve d'avoir un monde où les architectes ont une belle paire d'oreilles qui leur permettent de comprendre ce que les utilisateurs vivent au quotidien dans des salles qui ne sont pas adaptées d'un point de vue acoustique. Ouais, sur ce point-là, en termes d'acoustique et en termes de prix, quand moi j'étais intégrateur, c'était plutôt côté hi-fi, mais c'était ce qu'on disait en termes de traitement acoustique, parce qu'on revendait aussi des traitements acoustiques pour les home cinéma et autres. Ce qu'on disait, c'était 1000 € investis en traitement acoustique d'une salle était équivalente à dépenser 10 000 € en de nouveaux amplis, enceintes, un nouveau lecteur de CD haut de gamme ou autre. Alors donc, le rendu d'un traitement acoustique est 10 fois la valeur de ce qu'on peut faire en termes d'électronique. Donc ça, sensibiliser les clients pour qu'on arrive dans des salles où l'acoustique soit à peu près correcte. Ouais. Le dernier conseil, forcément profiter de la qualité, profiter de la simplicité d'utilisation, profiter de l'expérience et optimiser optimiser les réunions en apportant vraiment du confort. Juste pour la petite blague, on a fait une démo il n'y a pas très longtemps chez un client qui est juste en face de notre showroom à La Défense. Et le client m'a dit quelque chose que j'ai forcément pris avec le sourire et qui m'a beaucoup fait plaisir, qui est, c'est marrant, j'entends mieux en étant en visioconférence qu'en étant dans la salle. Donc là, effectivement, il peut vraiment profiter d'une bonne expérience. Il n'y a pas eu de traitement acoustique particulier qui a été fait, juste le choix du bon micro. En fait, on a respecté les 4 petits conseils à emporter. Et grâce à ça, il y a un vrai gain pour les utilisateurs. Et la visioconférence, aujourd'hui, c'est notre quotidien. Donc, on a besoin d'avoir le bon confort. On arrive au bureau, on a une belle chaise. On arrive au bureau, on doit avoir une belle salle de visioconférence correctement équipée pour répondre aux besoins qui sont on ne peut plus exponentiels sur ce sujet. Merci de nous avoir écoutés pendant presque pendant une heure du coup. On a répondu aux questions au fur et à mesure par l'intermédiaire de Christophe, que vous connaissez tous maintenant, dans le chat. Je ne sais pas s'il reste d'autres questions ou pas. Christophe, petite question. Alors, plus j'ai de monde autour de la table, j'imagine que moins ma salle réverbère. Oui, of course, parce que l'être humain est un très bon absorbant, mais du coup, j'ai plus de bruit parasite. Quel réglage dois-je adopter? Alors ça, c'est un point qui est important, c'est-à-dire que les salles vides réverbèrent toujours beaucoup plus que les salles dans lesquelles vous avez des personnes, naturellement.
Tout ce qui va être bruit parasite, aujourd'hui, on peut difficilement les filtrer. Quand je dis bruit parasite, on va parler de tout ce qui est petite conversation en aparté, de tout ce qui est bruit de clavier, de tout ce qui est etc., etc. Donc, à ce jour, les bruits parasites sont difficilement traitables. Comme tout le monde, on avance de façon très importante sur ce sujet-là. L'optique étant qu'on cherche à tout prix, comme tous, à avoir des solutions qui nous permettent de limiter au maximum les bruits parasites. Donc, malgré le fait que vous aurez beaucoup de personnes au niveau de la salle, première solution déjà, avoir des micros de captation qui soient le plus proche de l'orateur pour éviter d'attraper trop de parasites. Deuxième solution, naturellement, attendre les évolutions pour réussir à les amoindrir, voire les inhiber complètement dans les meetings. Ouais, J'ai pas dit de bêtises, William, ça te va? pas du tout. Non, c'est ça. C'est ça. Bah, c'est bon. Tiens, deuxième question pour toi, du coup, William, je vais te laisser répondre dessus. Alors, avez-vous Alors, toujours une synchronisation tracking de positionnement avec les caméras PTZ, Sony, Panasonic, etc. oui, on a toujours ça. C'est faisable avec le MXA 700, pardon, le MXA 910, parce qu'on peut récupérer l'information vis-à-vis quel lobe est ouvert. On a un maxi de 8 autour du MXA 910, alors on peut récupérer ça. Ça peut se faire aussi avec les MXA 310, parce que pareil, on peut récupérer l'état de l'ouverture. Tout dépend de comment que les 310 sont paramétrés. On peut dire, c'est pas conseillé avec le 710, juste à cause que le 710, il prend toute une tranche. Donc, si on imagine comme dans la salle moyenne, où que le micro était au plafond dans l'axe de la table, on prend une tranche, probablement 3-4 positions assises des deux côtés de la table. Donc, pas vraiment, il ne se prête pas du tout à faire de la synchro caméra. Aujourd'hui, il n'est clairement pas préconisé. Non. Moi, de façon empirique, j'ai l'habitude de dire le 910 fait du tracking caméra. Le 310, on va plutôt faire du zoning. Donc, du zoning, c'est qu'on va venir vraiment zoomer sur le lobe qui est activé au niveau du 310. Et le 710, moi, je le déconseille complètement pour la partie tracking parce que vous allez avoir beaucoup d'effets, ce qu'on appelle les effets de bord, où on ne va pas réussir à être assez qualitatif pour zoomer sur telle ou telle personne. Alors, pourquoi proposez-vous d'ignorer la réverbération causée par le plafond? C'est un endroit plus facile à traiter que le sol ou certains murs. Non. Alors, je ne propose pas d'ignorer la réverbération du plafond, je dis juste qu'elle est moins importante en fait que la réverbération des murs au niveau de la captation audio. Elle est moins importante et surtout, elle est quasi dans toutes les salles de réunion déjà traitée parce qu'on a souvent des faux plafonds. Il y a déjà, dans la majorité des cas, il y a déjà quelque chose au niveau du plafond. Que ça soit comme au bureau où c'est qu'on est nous avec des dalles en métal, mais derrière le métal, il y a des petits trous et il y a un absorbant acoustique derrière, ou que ça soit carrément les dalles 600 par 600. Dans la plupart des cas, c'est déjà pris en compte. Alors, c'est pas qu'on l'ignore, mais Voilà. Et en général, quand on est sur un plafond plein, un plafond noble, un plafond haussmannien, etc., le traitement acoustique au niveau de ces plafonds-là, on a toujours du mal à le faire passer pour des questions esthétiques, encore une fois. Donc le but, encore une fois, c'est pas d'ignorer la réverbération du plafond, c'est juste qu'elle est moindre par rapport aux usages qu'on a avec les différents micros. Donc on l'a mis un peu de côté sur la partie présentation d'aujourd'hui. Après, encore une fois, on a simplifié au maximum la notion de réverb pour donner des clés qui soient accessibles et facilement opérables au quotidien. Ça ne veut pas dire que si on a la possibilité, il faut mettre le plafond de côté, bien au contraire. Si vous pouvez, plus on l'intégrera, mieux ce sera. Alors, quand on coupe, je continue avec les questions, William. Ouais, vas-y. Okay. Un sol en parquet bois est-il bon ou mauvais concernant l'acoustique? Je vais dire si c'est du vrai bois ou qu'il est un parquet bois qui est avec composé, on va dire. isolante en dessous, qui a un petit peu de flex, c'est pas mauvais, mais ça réfléchit quand même beaucoup les hautes fréquences. Alors s'il n'y a pas un tapis ou autre dans les salles que moi j'ai un retour d'expérience ou qu'il y a du parquet et qu'il n'y a pas de moquette, c'est limite. C'est vraiment limite. Alors je dirais mauvais, si vraiment vous me poussez.
Je partage complètement. Alors, une autre question. Quand on couple le IntelliMix version software et qu'on installe celui-ci sur une Teams Room, vous ne recommandez pas plus de mémoire processeur, etc. par rapport aux caractéristiques standards des MTR? Alors nous, on préconise, en fait, on a une préco au niveau des prérequis minimaux pour faire fonctionner IntelliMix Room. Alors, les précos de Microsoft pour faire des MTR versus les précos de Shure sont assez similaires. On va avoir le même discours que celui de Microsoft. Plus vous allez apporter de ressources, plus vous allez avoir de capacité au niveau du traitement, concrètement. Donc, dans une petite salle où vous mettez un petit ordinateur ou un petit NUC entrée de gamme, forcément, le traitement acoustique va être moins performant que dans une salle où vous allez avoir un NUC qui va être plus performant. Donc, pour répondre concrètement, si vous avez les possibilités de mettre plus de mémoire, de mettre un processeur plus performant, vous en tirez encore un meilleur parti. Maintenant, tous les clients n'ont pas ce choix-là, n'ont pas cette volonté. Donc, on fonctionne avec les précos standards que nous, on communique, qui sont très, très similaires aux précos donnés par Microsoft. Maintenant, plus on a de capacité de calcul, plus vous allez avoir de performance, forcément, au niveau des différents traitements DSP que vous allez avoir. Donc, qui peut le plus, peut le moins. Mettez-nous des Core i7, on sera très content. Mettez-nous du 16 Go RAM, on sera très content. Quand je dis on, c'est vous et nous, parce que le résultat que vous aurez sera vraiment flagrant, quoi. Alors, de ce que j'ai vu, moi, en termes de performance, sur un i5 4 cœurs, qui est le minimum, IMX Room tourne comme un service, et ce service, typiquement, tourne autour de 10 à 15% du processeur, pas plus. Le processeur, ouais, des ressources. Alors, il n'est pas super, super gourmand. J'espère que ça a répondu à la question. Alors, pour le 910, des supports plafonds sont-ils prévus outre le cadre existant, fil, main, etc. Alors, le 910 en standard, il est fourni sans aucun support. Donc, il y a 4 façons de fixer un MXA 910. C'est un micro qui est tellement flexible qu'on ne peut pas fournir de câble acier parce qu'on ne fournirait jamais la bonne longueur. On ne peut pas fournir de potence parce qu'on peut le fixer sur des potences de type vidéoprojecteur. Vous avez un VESA 500 qui est dessus. Donc ça, c'est pas fourni avec parce qu'on ne saurait pas quelle potence vous fournir. Et donc ensuite, il y a un cadre qui existe en accessoire qui en fait est un cadre pour pouvoir l'encastrer sur le plafond dur, on va appeler ça comme ça, un plafond en BA13 ou un plafond en staff. Donc c'est un cadre qui est muni d'une charnière qui vous permet en fait d'ouvrir le MXA 910 pour que vous ayez accès au niveau du plafond qui est au-dessus et accès au niveau de l'électronique qui peut être qui est en dessous du microphone. Donc 4 façons de l'intégrer dans une DAL 6060, pas d'accessoires à fournir. Pour le fixer sur filin acier, ça c'est à vous de faire l'acquisition des filins. Nous on fournit simplement les petits ergots qui vont venir se visser sur le micro. Donc vous prenez le filin avec la visserie qui va bien pour vous fixer au niveau du plafond ou les pinces crocodiles qui vont bien pour vous fixer au niveau des différentes structures. Le mât n'est pas fourni non plus, comme je le disais tout à l'heure. Et puis voilà pour les 4 façons de fixer le 910. On va prendre une dernière question pour pas qu'on déborde trop par rapport aux horaires. Combien de microphones peut gérer le DSP P300? Combien de 310, combien de 710, combien de 910? Question compliquée que je vais donner à William. Question compliquée. La réponse, c'est ça dépend. Ça dépend comment qu'on veut le faire. Le P300 a 8 entrées Dante qui passent par la partie mélangeur automatique et qui a réducteur de bruit, gain automatique et annulateur d'écho. Donc, on peut gérer jusqu'à 8 canaux de ce côté-là. Donc, si on prend par exemple un MXA 910 qui a 8 lobes et qu'on le gère un lobe à la fois, ben on prend qu'un seul 910. Pareil avec le 710 4 pieds. Avec un 710 2 pieds 60, on a 4 lobes, on peut en gérer 2. Mais ces micros ont aussi ces fonctionnalités déjà embarquées parce qu'ils ont un DSP 710, 910, ils ont des DSP embarqués, ils ont l'AEC embarqué, ils ont le réducteur de bruit embarqué. Donc, on peut utiliser la sortie mélangée, l'automix, sortie numéro 9, par exemple d'un MXA 910 ou 710, et utiliser juste ça pour rentrer dans le P300. Donc, techniquement, on peut gérer avec un seul P300, 8 MXA 910 ou 8
MXA 710 ou 8 MXA 310. Techniquement, il n'y a rien qui nous permet, qui nous arrête de le faire. Pratiquement. Après, pratiquement, je dirais, on limite à 3-4 micros, on va dire. Après ça, franchement, en termes de budget et de la salle, vous devrez probablement utiliser un DSP plus conséquente. Il y a plein de fabricants sur le marché qui en font parce que vous en aurez probablement besoin pour d'autres choses, d'autres entrées. Une salle où on a 6 micros MXA 910, je me dis 6 micros 910, on ne va pas mettre un P300. On aura probablement besoin d'autres choses qui seraient au-delà de ce que peut faire un P300. Mais techniquement, il n'y a rien qui nous arrête de ne pas en mettre 8 par P300. De façon standard, parce qu'on va donner un peu un retour d'expérience, sur du 910, on a beaucoup de salles qui sont équipées avec deux 910 sur un P300. C'est du standard. 3 910, ça arrive aussi. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'on est toujours en train de parler de capacité de calcul. En fait, c'est un peu le même discours qu'avec un Télémix. On ne peut pas attendre d'un AEC intégré au niveau du micro qui soit aussi performant que l'AEC intégré au niveau du P300. On ne peut pas attendre de l'AEC du P300 qui soit aussi performant qu'un AEC multicanal qu'on va voir sur un beaucoup plus performant et gros DSP. Donc, moi, je dis souvent, si l'acoustique de la salle est parfait, on peut être joueur et mettre pas mal de MXA sur un P300. Au final, on se rend compte que plus les salles sont grandes, plus les acoustiques sont souvent compliquées. Donc, si je dois donner un chiffre pour les 910, je mettrais la barre à 2 voire 3 avec un bon acoustique. Pareil pour le 710, un peu la même logique. J'ai un bon acoustique, 2 ou 3, je ne suis pas embêté. Pour le 310, moi j'ai vu des installations avec 6, 7 micros branchés sur un P300. Ça fonctionne très bien parce qu'encore une fois, l'AEC dont on va avoir besoin au niveau du 310, on va prendre le mix du 310, on va le traiter sur le P300. Mais la façon dont capte le 310 fait qu'on va moins solliciter l'AEC que sur un 710 ou que sur un 910. Donc, William, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, je vais dire 5-6 pour le 310, 2-3 pour le 710 et 2-3 pour le 910. Et après, vraiment, si c'est des salles haut de gamme où vous allez mettre 3 micros MXA 910 ou 3 micros MXA 710, honnêtement, il serait dommage de rester sur un P300 parce que vous n'allez pas bénéficier, vous n'allez pas pouvoir respecter les règles de l'art au niveau de la captation audio, c'est-à-dire que le DSP1 est un canal AEC par lobe. Quand on traite de façon unitaire chacun des lobes au niveau d'un AEC centralisé, c'est forcément plus performant que quand on regroupe l'AEC sur un MXA 910 en intégré, en embarqué. Je suis d'accord. Et encore, comme tu as dit, l'acoustique de la salle joue vis-à-vis la capacité de gestion de l'AEC du processeur. Que ce soit le nôtre ou une des autres marques spécialisées en DSP, l'acoustique, la meilleure que l'acoustique est dans la salle, le moins de calculs qu'aura besoin de faire le DSP, donc le rendu sera meilleur. Alors, en termes d'acoustique, si on a une salle qui acoustiquement est meilleure, on est gagnant, tout le monde est gagnant de A à Z. C'est clair. On va s'arrêter là sur les questions. S'il y en a d'autres, comme vous l'imaginez, hein, on reste à dispo. Donc, merci pour l'intérêt que vous nous avez apporté aujourd'hui. Merci pour votre temps. On espère que le webinaire a été utile, instructif et qui sera utilisé ou utilisable pour vos prochains projets. N'hésitez pas à regarder les vidéos de démonstration des MXA. Donc, tu vas avoir le webinaire qui va être en version complète, en replay sur YouTube. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous allez avoir chacune des vidéos qui sera disponible également sur YouTube de façon complètement autonome. Ça évite de regarder, d'avoir à chercher sur un webinaire complet les 2 minutes qui vous intéressent. Si vous avez des questions ou des études à nous soumettre, comme d'habitude, l'équipe Shure France est totalement joignable, à votre disposition, et ce sera avec grand plaisir qu'on pourra vous accompagner là-dessus. Ah, Christophe m'envoie un petit message pour me dire que les vidéos sont déjà disponibles sur YouTube. Voilà, merci Monsieur Marketing Christophe, c'est top. Donc vous avez déjà accès aux vidéos sur la chaîne YouTube Shure France. C'est uniquement les 3 petites vidéos, si je dis pas de bêtises, oui, c'est ça. C'est uniquement les 3 petites vidéos, donc grande salle, moyenne salle, petite salle. N'hésitez pas à les regarder, les re-regarder. C'est vraiment, je veux dire, l'élément clé aujourd'hui de cette présentation-là. Donc, c'est conçu pour que vous puissiez les utiliser et en parler aussi avec vos clients pour présenter et arbitrer différents choix technologiques qui pourraient être faits au niveau des micros. Un petit mot pour la fin. William,
Quelque chose à ajouter? Merci tout le monde, merci de votre attention, de votre patience. Comme a dit Enrique, j'espère que ça va être utile. Des questions, n'hésitez pas. C'est tout pour moi. Super. Merci tout le monde. Bonne fin de Salut, journée. ciao. Au revoir.